Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition dont voici les principales articulations. Rencontre ce samedi du président de la CENI avec les membres de la Fédération guinéenne des personnes handicapées. Ils souhaitent leur implication dans le processus électoral en cours dans le pays. En Guinée, dans le cadre d'un séjour de travail, le président du Conseil économique, social et culturel du Mali a rencontré ce samedi ses compatriotes résidant dans le pays avec lesquels il a conféré sur leur situation. Et puis une nouvelle structure pour les agronomes de Guinée, dénommée Association nationale des agronomes de Guinée. La structure a officiellement lancé ses activités ce samedi en présence de la première dame de la République. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, s'est entretenu ce samedi avec les membres de la Fédération guinéenne des personnes handicapées. FEGIPA en abrégé. Les membres de cette fédération étaient venus présenter à l'institution chargée d'organiser les élections dans notre pays leur structure et solliciter leur implication dans le processus électoral en cours. C'est un compte rendu de Fanta Conté rendu en studio par Ibrahima Souriari Yansane. Les handicapés physiques représentant 10% de la population guinéenne sont souvent laissés pour compte. Lors de la dernière élection présidentielle, beaucoup se sont sentis marginalisés et stigmatisés au niveau des bureaux de vote. C'est la raison pour laquelle la Fédération guinéenne des personnes handicapées a tenu à rencontrer le président de la CENI pour lui exposer leurs problèmes. Et elle a aussi sollicité la mise en place d'un partenariat entre les deux structures afin qu'elles soient impliquées dans le processus électoral. Nous avions constaté que lors des derniers votes, nous avons certaines personnes handicapées qui n'ont pas eu la chance d'accéder au bureau de vote. Ceux qui sont en tricycle, il n'y avait pas les rampes conçues à cet effet. Bon, les personnes non-voyantes ont des difficultés. Elles sont obligées d'être assistées même dans l'isoloir parce que nous n'avons pas de bulletin tactile. Ce cas précis, ce n'est pas maintenant, mais plus tard, pour que nous soyons sûrs que notre choix, c'est notre choix qu'on a eu à mettre dans l'enveloppe, nous demandons qu'ils établissent des bulletins tactiles pour les non-voyants aussi. De son côté, le président de la CENI a rassuré les membres de la FEGIPA que des dispositions seront prises pour permettre aux handicapés de voter paisiblement comme n'importe quel citoyen guinéen. L'handicap ne doit pas être un frein, mais ça doit être un plus. Et c'est ce que vous êtes en train de démontrer. La CENI vous accompagnera et c'est vrai, on dira qu'on aurait dû avoir ça même beaucoup plus tôt, mais rien n'est perdu. Au contraire, vous êtes venus au bon moment parce que ça nous interpelle. Et comme mes collègues l'ont dit, ensemble, nous allons pouvoir effectivement construire justement ce partenariat. Parce que nous sommes là pour tous les citoyens, mais au-delà aussi, nous sommes tous des êtres humains, mais aussi c'est la même famille, c'est la même solidarité. Nous restons à votre disposition et le département formation sera déjà votre premier interlocuteur et avant de toucher les autres départements. L'objectif de la FEGIPA est d'appuyer le gouvernement dans l'élaboration d'une politique nationale en faveur des personnes victimes d'handicap physique. Elle œuvre également dans la lutte contre l'exclusion des handicapés dans les activités socio-professionnelles en Guinée. Restons toujours avec la CENI pour dire que les commissaires de l'institution étaient ce samedi à la Maison de la Presse. Objectif, informer les gens du niveau des préparatifs des élections législatives du 30 juin prochain. Explication, Diao Bachir. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, est à pied d'œuvre en vue du respect de la date du 30 juin prochain. Les membres de l'institution étaient une fois encore ce samedi devant les journalistes à la Maison de la Presse. Objectif, informer les hommes de médias de l'évolution du processus électoral sur le terrain, notamment l'enrôlement des électeurs. La preuve, c'est l'engouement qu'il y a aujourd'hui devant les CARL. Il y a certes des petites pannes par-ci, par-là, mais on mesure la capacité technique à conduire cette opération au temps de réaction de la CENI. Sur toute l'étendue du territoire aujourd'hui, je dis bien toute l'étendue du territoire, quand une panne est signalée et bien présentée, nous intervenons en moins d'une demi-journée, c'est confirmé. On a un dispositif aujourd'hui technique en appui très très fort à l'opérateur technique pour qu'on puisse répondre instantanément.
Sinon, les pannes récurrentes aujourd'hui sont dues à l'affluence. Ces petits soucis, disent-ils, n'entravent nullement la tenue des élections à la date indiquée, c'est-à-dire le 30 juin. Partout où il y avait des pannes, on envoyait des kits SAGEM pour continuer le travail. Où l'affluence était aussi beaucoup plus, les kits SAGEM ont pu remplacer ou compléter les kits WEMAD par endroit. Cela nous a permis aujourd'hui de faire, de tirer une statistique, faire un échantillonnage sur les 2300 kits. On a fait un échantillonnage. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a 2 326 citoyens qui sont passés devant les 2300 carrés. Il faut rappeler que les opérations de révision des listes électorales prendront fin ce dimanche 12 mai 2013. Autre facette de l'actualité nationale, le président du Conseil économique, social et culturel du Mali poursuit son séjour de travail en Guinée. Ce samedi, il a rencontré les ressortissants maliens vivant en Guinée. Une occasion pour ces derniers d'exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés ainsi que leurs attentes. Explication, Fanta Conté. Cette rencontre a permis au président du Conseil économique, social et culturel du Mali d'expliquer à ses compatriotes vivant en Guinée les raisons de sa visite de travail à Conakry. Ensuite, Jamil Bitar a donné les derniers développements de la situation sociopolitique du Mali, un pays qui vit actuellement une grave crise politique. Il a aussi profité de l'occasion pour s'enquérir de leurs conditions de vie et de travail en Guinée, tout en les exhortant à respecter les lois du pays hôte. Il se trouvait que les Maliens résidant en Guinée étaient dans un conflit indifférent qui certes les mettait dos à dos. Mais grâce à la bonté divine aujourd'hui, nous pensons qu'avec la mission que nous avions accomplie aujourd'hui, ce n'est que chose oubliée pratiquement. Très réconforté par cette visite qui est la première depuis 5 ans d'une autorité malienne en Guinée, les ressortissants du Mali ont fait part au président du Conseil économique, social et culturel du Mali leurs préoccupations ainsi que leurs attentes. Il s'agit notamment de l'amélioration de leurs conditions de vie et le renforcement de la coopération entre Conakry et Bamako. Tout d'abord, je tiens à les remercier parce que c'est une première fois au Mali et en Guinée qu'une institution nationale fait un déplacement pour la Guinée, venir recueillir des informations, les rabattre acquis des droits pour analyse et solution. Bon, ça je le dis en 2 mots, c'est la réconciliation. Même le Mali qui traverse un temps crucial aujourd'hui a mis déjà en place une commission de réconciliation. Il n'y a pas de raison que les Maliens se trouvent en Guinée ne se réconcilient pas. On va s'atteler dans ce sens, même pendant mon intervention. J'ai appelé à mes frères et pères qu'on se retrouve, on se donne la main pour qu'ensemble on puisse gérer le bien-être des Maliens de Guinée. Je pense que l'occasion a été donnée à notre communauté d'exprimer nos besoins et nos préoccupations. L'une des préoccupations des Maliens, c'est de voir le renforcement de la coopération entre la Guinée et le Mali. Je crois que les Maliens l'ont largement évoqué. Je pense que cela est un acte très positif qu'il faut saluer et qu'il faut renforcer. En réponse, Jamil Bitar a promis de transmettre ses inquiétudes aux autorités de la transition malienne. Il a enfin exhorté ses compatriotes à la cohésion, gage certain d'un développement durable. Sur un tout autre plan, une bonne nouvelle pour le secteur agricole, les agronomes de Guinée s'organisent à travers le pays sous la tutelle des autorités. Une structure dénommée l'Association nationale des agronomes de Guinée, ANAG, en abrégé, vient d'être créée. Le lancement de ces activités a mobilisé ce samedi autour de la première dame de la République, des membres du gouvernement et d'autres cadres intéressés par le développement du monde rural. Mamadi Kamisoko. La Guinée dispose de plus de 6,2 millions d'hectares de terres cultivables avec 362 000 à vocation hydro-agricole. Pour la valorisation de toutes ces potentialités, dont de la nature, les acteurs du monde agricole se doivent d'agir ensemble. Avec la création de l'ANAG, l'Association nationale des agronomes de Guinée, le ministère de l'Agriculture et les départements partenaires trouvent un interlocuteur auprès du paysanat. Il reste beaucoup de choses à faire. C'est un défi pour nous, le secteur du développement rural. Fédérer de tels efforts, créer une liaison entre le monde rural resté à la base et la sommité des compétences techniques au niveau des départements,
Je crois que cette association a un défi à relever. Cela aurait été fait plus tôt, quand on sait que 85% des Guinéens sont du monde rural. Nous aurions dû être les premiers à donner l'exemple. La création donc d'une telle association constitue, à notre avis, un moyen de constituer une force de proposition à nos gouvernants en vue de faire une exploitation dans la durabilité. 20% du PIB de Guinée proviennent des recettes d'exportation agricole, un chiffre qui pourrait s'accroître grâce à la volonté manifeste des autorités à faire du secteur agricole la clé de voûte du développement de la Guinée. Pour l'ANAG, elle compte jouer sa partition. Nous pouvons affirmer sans risque de se tromper que les agronomes guinéens n'ont pas su profiter des différents régimes qui les ont gouvernés. Il est temps donc de s'engager dans une approche volontariste afin de préparer l'agriculture de Guinée de demain. À cet égard, l'ANAG participera efficacement au processus de changement prôné par le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, en réponse à ce mot d'ordre: produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Au lancement des activités, la première dame de la République a promis que sa fondation se joindra à cette initiative. Je salue votre initiative et vous félicite très sincèrement d'avoir pensé à vous donner la main pour assurer dans l'entente le développement agricole de notre cher pays, la Guinée. Ma fondation et moi-même sont à votre disposition, entière disposition, pour toute collaboration allant dans le sens de la réussite de vos activités. L'ANAG est lancée à une période à laquelle le ministère de l'Agriculture et les institutions financières s'attellent à l'élaboration du plan national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire en Guinée. Le tabac et ses problèmes de santé, c'est le thème abordé ce samedi à l'université La Source à l'occasion d'une conférence débat. L'initiative est du collectif des étudiants de la faculté des sciences médicales de cet établissement. Un cri de cœur pour interpeller fumeurs et non-fumeurs sur les dangers du tabac au niveau social et environnemental. C'est un public reportage signé Aguira Touba. 8 millions de personnes dans le monde pourraient décéder chaque année à cause du tabac d'ici 2030. Des statistiques alarmantes de l'OMS en 2008 qui ont poussé le collectif des étudiants de la faculté des sciences médicales de l'université La Source à tirer sur la sonnette. Un fumeur régulier sur 2 meurt prématurément des suites de son tabagisme, dont la moitié avant l'âge de 65 ans. Le tabagisme passif tue chaque année 3 000 à 5 000 personnes qui ne fument pas. Le tabac existe sous 2 formes, à savoir en poudre à mâcher et sous forme ordinaire, autrement dit en cigarette ou en cigare. Il est composé de substances toxiques comme la nicotine, aussi utilisée comme herbicide ou insecticide, le cadmium qui sert à fabriquer des piles. À travers le monoxyde de carbone qu'il dégage, le tabac est un excellent pollueur de l'environnement. Il s'attaque notamment au cœur et aux poumons et constitue un véritable problème de santé publique, disent les spécialistes. Le premier effet immédiat, c'est la brûlure de la lèvre, mauvaise haleine. Les dents peuvent changer de coloration. Alors, il y a également une perte de peau, donc un vieillissement précoce de la peau. Il y aura certainement l'apparition de vergetures rapidement et également des rides cutanées. Nous venons de réaliser une étude au service de cardiologie sur les cardiopathies ischémiques et retenez le bien. Chez le sujet jeune de moins de 50, il ne passe pas un seul jour où on n'a pas 2 ou 3 cas d'infarctus du myocarde. Et le plus souvent, chez les sujets jeunes. Et le deuxième constat, c'est quoi? C'est que parmi les facteurs de risque cardiovasculaire, le tabagisme a été le facteur, le seul et le principal facteur de survenue de l'infarctus du myocarde chez les sujets âgés de moins de 50 ans. Et aussi une autre pathologie qui est en train de se faire son émergence. Soigner un cancer moyen coûte environ 50 millions de francs guinéens par personne, selon les spécialistes. En plus de la dépendance sur le cerveau, le tabac augmente les risques de cancer du col de l'utérus chez la femme. Elle peut aussi donner naissance à un enfant de faible poids. Consommé depuis le 15e siècle par les Amérindiens aux États-Unis, plusieurs facteurs poussent les gens à se tourner vers le tabac. La curiosité, l'homme est le fruit de son milieu. Il y a le plaisir aussi, soit comme un sédatif. Souvent le fumeur, quand il est content, il dit je fume.
Quand il est malheureux, je fume. Quand il a des problèmes, je fume. Mais les psychologues pensent que ceci a pour origine, ce facteur qui est sélectif là a pour origine l'anxiété, qui est un comportement qui est difficile à guérir. Les spécialistes conseillent la pratique du sport et une alimentation équilibrée pour se débarrasser de l'habitude de fumer. Ils précisent néanmoins que le meilleur remède est la volonté de cesser de fumer, notamment devant les enfants, qui sont d'excellents imitateurs, et en public, car la fumée inhalée par les non-fumeurs nuit aussi à leur santé. Le sponsoring et la publicité sur le tabac sont aussi à éviter, souligne-t-il. À quand l'application de la loi anti-tabac ratifiée par la Guinée? À quand l'application de la loi anti-tabac ratifiée par la Guinée? Dans le même sillage, l'Université unique de Conakry et la Compagnie des bauxites de Guinée CBG sont désormais des partenaires. C'est dans cette optique que le directeur général de la mine de Sangaredi a animé ce samedi dans cette institution une conférence débat sur l'historique et la place de la CBG dans le processus de développement économique et social de la Guinée. Explication, Benoumar Silla. L'Université Collège International Unique, première université privée de Guinée, intensifie son partenariat avec les entreprises minières évoluant en Guinée. Cette conférence débat est le fruit de sa nouvelle collaboration avec la CBG, une conférence qui a mobilisé les cadres de la CBG, de l'Université Unique, étudiants et corps professoral de plusieurs institutions d'enseignement privé de Conakry. Les conférenciers, tous cadres de la première compagnie privée de Guinée, ont expliqué aux étudiants la genèse de la CBG, de la découverte de la bauxite à Boké en 1819 à la construction de l'usine en 1963. Bachir Diallo, directeur général de la mine de Sangaredi, conférencier principal, a expliqué les différentes étapes d'un projet minier, notamment de l'exploration en passant par la prospection jusqu'à l'exploitation proprement dite. Des étapes qui, pour lui, malheureusement, ne sont pas respectées en Guinée par certaines entreprises. Voilà le message, s'il vous plaît. Permettez les transactions, vous faites le projet de minier. Dans le projet minier, vous avez la réalité de précatabilité, stabilité, l'ingénierie générale, design, rassembler les capitaux pour de la première pierre. Dans tous les étapes d'un projet de minier. Et tous les projets qui sont au niveau de minier sont dans. Il y en a qui ont eu des services d'exploitation, ils sont en train de faire des études de précatabilité ou de précatabilité de l'eau. Vous allez aussi gagner avec le. Dans ce partenariat, le fondateur de l'Université Unique sollicite de la CBG. Pour accueillir nos stagiaires, d'envisager de la création de filières adaptées au tissu industriel, de créer des programmes avec eux, des programmes qui nous permettent finalement de former des jeunes qui vont travailler demain dans les usines en création dans notre pays. Plusieurs notions sur la connaissance des activités de la CBG, sa capacité de production qui est passée de 9 millions à 14 millions de tonnes par an et des conseils pour demander un emploi à la CBG ont été développés. Bachir Diallo, le directeur général de la mine de Sangaredi, a promis des cours de management aux étudiants de l'Université Unique. Par ailleurs, la Guinée est devenue depuis ce samedi le troisième pays à abriter la rencontre dite du Sud, après le Bénin et le Sénégal. Thème retenu pour cette troisième rencontre de la diaspora africaine, diaspora et développement social, politique et partenariat entre les acteurs du développement. Objectif visé, échanger sur les réalités de la Guinée. Explication, Aminata Djountou Diallo. L'idée de l'organisation de ce séminaire est née de la volonté du Forum en collaboration avec le CAGF pour promouvoir la contribution des Guinéens de l'extérieur à la réduction de la pauvreté et au développement de leur pays par leur savoir-faire, leurs compétences et leurs talents. Brice Monou, vice-présidente du Forum. Le Forum traduit sa volonté de renforcer la contribution des diasporas, d'encourager les échanges d'expériences et les partenariats pour une dynamique concertée et efficace pour le développement local. Brice est revenu sur quelques défis à relever et les enjeux pour lever des obstacles que la diaspora africaine rencontre dans la mise en œuvre de leurs différents projets dans leur pays d'origine. La reconnaissance de l'apport des migrants à l'enrichissement de la société d'accueil et au processus de développement du pays d'origine.
l'instauration d'espaces de concertation et d'échange d'expériences entre les diasporas en France, en Europe et les acteurs du Sud. Quant à la CAGF, elle s'engage à mettre en synergie les capacités et les compétences de ses membres avec les différentes composantes de la société guinéenne pour le développement économique et social du pays. Tels que le ministère des Guinéens de l'étranger, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et puis aussi même avec des services de terrain. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, celui délégué des Guinéens de l'étranger et le CNT ont tous salué cette initiative d'organiser ce séminaire à Conakry. Je saisis ce séminaire comme une opportunité pour la Guinée, pour les Guinéens et pour leur diaspora, pour la coopération et l'apport de notre diaspora monte en puissance et qu'elle contribue effectivement au développement de la Guinée. Je tiens à noter que ce séminaire aura un impact positif sur les préparatifs de ma mission à Paris et à Genève en juin 2013. Dans le cadre de la gestion de la diaspora, l'ambition pour des Guinéens rassemblés venant de tous les horizons, d'un apport d'idées neuves et novatrices pour la construction d'une nation une, moderne, sociale et solidaire. Le séminaire ne s'est seulement pas limité à une signature de convention car les travaux d'échange seront sanctionnés par des recommandations. Religion à présent avec cette marche pacifique des fidèles chrétiens de Guinée ce samedi sur l'autoroute Fidel Castro. L'itinéraire de cette marche, le carrefour Bessia au stade Cabinet Kouyaté, organisé par l'association des églises et missions évangélistes, elle visait pour ses fidèles à mieux se rapprocher de leur Seigneur. Mfali Gilavouki. Des fidèles chrétiens enthousiastes ont rallié très tôt le carrefour de l'aéroport Bessia, point de départ de la marche pour Jésus-Christ. Le thème retenu cette année par l'AIMED, l'association des églises et missions évangéliques de Guinée, est Marche pour Jésus. Lève-toi, sers Dieu, rachète le temps car Dieu est avec toi. Minute de banderoles et pancartes, les fidèles protestants et évangélistes, marchés sur l'autoroute Fidel Castro, ont proclamé sous un soleil de plomb la paix de Jésus-Christ. Nous marchons parce que nous savons qu'en Guinée ça ne va pas. Nous marchons pour que Jésus envoie la paix en Guinée. Parce que Jésus, Dieu l'a envoyé pour réconcilier toutes les nations à Dieu. Oh, c'est une joie d'être dans la rue. Alléluia, parce que c'est une manière d'évangéliser, de proclamer le Sauveur, le Seigneur. Parce que nous savons que pour la situation maintenant que nous vivons, et même avant cette situation, en temps de paix et en temps de conflit, nous ne pouvons que compter sur Jésus. Jésus qui est le Seigneur, le Sauveur, c'est lui qui peut donner la paix à la Guinée. Cette marche a permis aux fidèles de se rapprocher du Sauveur et de louer ses actions en faveur des Guinéens. Mais quel est l'objectif de cette marche? L'objectif de cette marche, premièrement, c'est pour amener toutes les églises à prier ensemble, à conjuguer les efforts ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu dans cette nation. Et ensuite, pour démontrer à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et que c'est lui qui peut donner la paix. Des pas de danse et cantiques de victoire ont rythmé cette marche de l'aéroport Bessia au stade Cabinet Kouyaté de Matoto, un stade envahi de fidèles. Des prières ont été dites après plus de 3 heures de marche sans incident. La paix, la réconciliation nationale, le changement de comportement sont entre autres les messages du révérend Joseph Tonia Dori. De nombreux défis restent à relever dans cette nation. Nous sommes tous d'accord que notre pays a souffert et qu'il continue de souffrir. Église, le sort de cette nation est aussi dans tes mains. Dieu t'invite à te lever. Se lever signifie accepter un changement. Cela fait 25 ans que ces fidèles marchent pour louer les actions de Jésus-Christ. Cette année, elle a coïncidé avec les 25 ans de l'existence de l'AIMED, une structure au service du Rédempteur. Sa mission, promouvoir les valeurs cardinales de l'Église de Guinée. Sport, dans ce journal, les pratiquants du tennis guinéen ont conféré ce samedi avec les hommes de médias à la maison commune des journalistes. En toile de fond,
échangé autour de l'organisation de la deuxième édition du tournoi de tennis qui se tiendra du 17 au 28 mai prochain à Conakry, mais aussi de la situation actuelle du tennis guinéen. Explication, El Hadji Oumar Baye. D'entrée de jeu, le directeur technique national de la Fédération guinéenne de tennis a expliqué les difficultés auxquelles sont confrontés les pratiquants de ce sport. Des difficultés dues, selon Yannick Silla, à la dégradation des activités du tennis par les responsables de la fédération de cette discipline guinéenne. Une situation lamentable au sein de cette structure qu'il envisage de relancer. La Fédération guinéenne de tennis, les membres n'existent plus. Ça, c'est depuis un bon moment. Je ne le dis pas parce que je suis en colère, parce que si je déverse toute ma colère sur la Fédération guinéenne de tennis et ses membres, je crois qu'on ne serait pas là. La situation du tennis est très critique. Je dépasse mon rôle de directeur technique national pour me mettre à la place du pratiquant tout court. Et donc, nous n'avons rien à gagner. Si on a à gagner, c'est que le tennis se développe et qu'on puisse regarder nos enfants jouer, nous en haut de la tribune, regarder des enfants guinéens jouer. Pour sa part, Mohamed Aziz Silla pense que tout est à refaire au niveau du sport en général, tout en demandant l'implication des autorités pour la mise en place des infrastructures pour la jeunesse. C'est dommage qu'on trouve aujourd'hui dans notre pays abandonner les autres disciplines. Le football, c'est beau, même le football, on n'est nulle part. Donc même le football est abandonné aussi, il ne faut pas le croire. Donc voilà, tout est à refaire chez nous. Donc à l'image du tennis, on va toucher les autres disciplines aussi pour avoir des partenaires. On va avoir des partenaires, pourquoi? C'est pour développer le sport en Guinée. Présente à cette conférence, l'ex-championne guinéenne de tennis a déploré le mode de fonctionnement de la Fédération guinéenne de tennis. Quand j'ai décidé de rentrer, je voulais franchement ouvrir une école de tennis, mais pas privée, en public. Comme ça, tout le monde peut vraiment faire comme moi. J'ai écrit une lettre, j'ai donné à la fédération, mais jusqu'à présent, on ne m'a pas répondu, je suis là. Donc, ce n'est pas la peine de compter sur eux. Pour cette deuxième édition de l'Open de Guinée, prévue du 17 au 28 de ce mois, 68 participants sont en lice et très prochainement, ils représenteront la Guinée dans les compétitions internationales. C'est la fin de cette édition d'information que vous pourrez retrouver sur notre site www.evasionguinee.info. Bonsoir chez vous.